Chapitre 7. Brader le futur, l'économie de la gratification instantanée. C'était une compétition comme on n'en voit pas tous les jours. 19 chimpanzés contre 40 êtres humains. Et pas n'importe quel être humain. Des étudiants de l'université Harvard et de l'Institut d'anthropologie évolutionniste Max Planck de Leipzig en Allemagne. Les chimpanzés venaient du non moins prestigieux Centre de recherche sur les primates Wolfgang Köhler de Leipzig. Après tout, pour faire face à Harvard et Max Planck, on ne pouvait pas proposer n'importe quel vieux singe de cirque. Le défi, repousser la gratification d'une friandise immédiate pour gagner plus de petites choses à manger. La tentation, du raisin pour les chimpanzés et des raisins secs, des cacahuètes, des M&M's, des crackers et du popcorn pour les êtres humains. Pour commencer, chaque participant pouvait choisir de 2 à 6 de ses friandises préférées. Choix facile, et les humains et les chimpanzés s'accordèrent sur le fait que 6 friandises valaient mieux que 2. Les chercheurs ont ensuite compliqué le choix. Chaque concurrent pouvait soit manger 2 de ces friandises tout de suite, soit attendre 2 minutes et manger les 6. Les chercheurs savaient que les participants préféreraient 6 à 2. Mais attendraient-ils ? Cette étude, publiée en 2007, fut la première à comparer directement le self-control des chimpanzés et celui des humains. Mais ce que les chercheurs ont trouvé en dit autant sur la nature humaine que sur le fondement évolutionniste de la patience. Même si les humains préféraient tout autant que les chimpanzés 6 friandises plutôt que 2, s'ils n'avaient pas besoin d'attendre, les deux espèces ont pris des décisions très différentes quand il s'agit d'attendre. Les chimpanzés ont préféré attendre la plus grosse récompense dans 72% des cas. Un chiffre impressionnant si on le compare à celui des étudiants de Harvard et de l'Institut Max Planck de seulement 19%. Comment doit-on interpréter cette défaite écrasante des humains face à l'incroyable patience des primates ? Doit-on croire que les chimpanzés jouissent d'une source secrète de self-control ? Ou que nous autres, humains, avons perdu au cours de notre histoire évolutionniste la capacité d'attendre 2 minutes pour avoir des cacahuètes ? Bien sûr que non. Quand nous adoptons notre meilleur comportement, notre capacité d'humain à contrôler nos impulsions pourrait battre à plate couture bien d'autres espèces. Mais bien trop souvent, nous utilisons notre remarquable cerveau non pas pour prendre les décisions les plus stratégiques, mais pour nous donner la permission d'agir plus irrationnellement. C'est parce qu'un gros cortex préfrontal ne sert pas qu'au self-control. Il peut aussi rationaliser de mauvaises décisions et promettre qu'on ira mieux demain. Vous pouvez être sûr que ces chimpanzés ne se disaient pas « Je vais prendre 2 grains de raisin maintenant parce que je pourrai toujours attendre la prochaine fois pour en avoir plus ». Nous autres, humains, avons toutes sortes d'astuces mentales pour nous convaincre que c'est demain que nous résisterons à la tentation. C'est pour cela que malgré notre gigantesque cortex préfrontal, nous nous retrouvons à opter encore et encore pour la gratification immédiate. Que nous nous tournions vers l'économie, la psychologie ou les neurosciences pour avoir une explication, nous nous confrontons toujours à un problème spécifiquement humain face à la tentation et à la procrastination, à savoir la façon dont nous pensons le futur. Le psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, a osé affirmer que les humains sont la seule espèce animale qui puisse penser le futur d'une manière sensée. Et si cette capacité a permis toutes sortes de contributions magnifiques au monde, telles que les hotlines psychiatriques et les paris sportifs, elles nous ont créé aussi quelques problèmes au présent. Le problème n'est pas tant que nous puissions prévoir le futur, mais que nous ne puissions pas le prévoir clairement. Brader le futur. On peut regarder les résultats de ce face-à-face chimpanzé-humain avec les yeux d'un économiste. Les chimpanzés ont agi bien plus rationnellement malgré leur cerveau 3 fois plus petit que celui de leurs compétiteurs humains. Les chimpanzés ont exprimé leurs préférences, 6 plutôt que 2, et ils ont ensuite agi en conséquence. Ils ont maximisé leurs gains à très peu de frais personnels, seulement 120 secondes de délai. Le choix des humains, au contraire, a été irrationnel. Avant le début du face-à-face, ils ont clairement exprimé qu'ils préféreraient 6 friandises plutôt que 2. Mais dès qu'ils ont dû attendre 2 minutes pour tripler leur récompense, leur préférence a été inversée dans 80% des cas. Ils se sont privés de ce qu'ils voulaient vraiment pour une éphémère satisfaction. Les économistes appellent cela le delay discounting. Plus vous attendez une récompense, moins elle a de valeur à vos yeux. Les économistes appellent cela le delay discounting. Plus vous attendez une récompense, moins elle a de valeur à vos yeux. Même des délais courts peuvent faire considérablement chuter la valeur perçue. Avec un délai de seulement 2 minutes, 6 M&M's se retrouvaient à valoir moins que 2 M&M's tout de suite. La valeur de chaque M&M's diminuait au fur et à mesure qu'il s'éloignait dans le temps. Ce délai discounting n'explique pas seulement pourquoi de jeunes étudiants ont pris 2 M&M's plutôt que 6, mais également pourquoi nous choisissons une gratification immédiate au détriment d'un bonheur futur.
C'est la raison pour laquelle nous repoussons le paiement de nos impôts en faisant le choix de la tranquillité maintenant, quitte à subir un vent de panique à la date limite où nous devrons renvoyer notre déclaration de revenus, voire des pénalités de retard si nous la renvoyons avec retard. C'est pourquoi nous consommons les combustibles fossiles d'aujourd'hui sans nous soucier de la crise énergétique de demain. Et c'est aussi pourquoi nous achetons à crédit sans une pensée pour les taux d'intérêt écrasants. Nous prenons ce que nous voulons quand nous le voulons, à savoir maintenant, et nous remettons à demain ce que nous ne voulons pas regarder en face aujourd'hui. Sous le microscope. Comment une récompense différée perd-elle de la valeur à vos yeux ? Pour votre défi de volonté, demandez-vous quelles sont les récompenses futures que vous bradez chaque fois que vous cédez à la tentation ou que vous repoussez quelque chose à plus tard. Quel bénéfice immédiat obtenez-vous quand vous craquez ? Quel est le coût à long terme ? Est-ce une affaire équitable ? Si le rationnel qui est en vous s'écrie « Non, mais c'est n'importe quoi », essayez de repérer le moment où votre préférence s'est inversée. Que pensez-vous et que ressentez-vous qui vous laisse brader le futur ? Aveuglé par la récompense. À l'ouverture de la compétition de self-control, les humains avaient admis que 6 friandises valaient davantage que 2. Ce n'est que lorsque l'expérimentateur a posé les 2 friandises sur la table et qu'il a dit « Voulez-vous ces 2 friandises maintenant ou voulez-vous attendre ?» que 80% des étudiants de Harvard et de Max Planck ont changé d'avis. Ils n'étaient pas mauvais en maths, ils étaient aveuglés par la promesse de récompense. Les économistes comportementalistes appellent cela le problème du rationalisme limité. Nous sommes rationnels jusqu'à un certain point. On sera parfaitement rationnel sur le papier, mais quand la tentation est réelle, le cerveau passe en mode recherche de récompense pour être sûr qu'on ne laisse pas passer une occasion. Selon l'éminent économiste comportementaliste George Hensley, ce type de revirement de bord est derrière la plupart des échecs de self-control, de l'alcoolisme à l'endettement en passant par la prise de poids et l'addiction. La plupart des gens, au fond d'eux-mêmes, veulent résister à la tentation. Nous voulons faire le choix qui nous mènera à un bonheur à long terme. Ce n'est pas la boisson que nous voulons, mais la sobriété. Ce n'est pas le donut tout juste sorti de son huile de friture, mais une jolie paire de fesses. Ce n'est pas le dernier gadget à la mode, mais la sécurité financière. Nous ne préférons la récompense immédiate que lorsqu'elle est là, à s'exhiber devant nous, et que le désir devient prépondérant. Cela mène à une volonté limitée. Nous avons du self-control jusqu'au moment où nous en avons besoin. Une des raisons pour lesquelles nous sommes sensibles à la gratification immédiate est que le système de récompense de notre cerveau n'est pas évolué de façon à réagir aux récompenses futures. À l'origine, c'est la nourriture qui était la cible du système de récompense, ce qui explique pourquoi les humains sont encore exceptionnellement réactifs à l'odeur et à la vue de tout ce qui est appétissant. Au temps où la dopamine essayait de parfaire ses premiers effets sur le cerveau humain, une récompense éloignée, que ce soit à 60 km ou à 60 jours de là, était inappropriée car il s'agissait de survivre au quotidien. Le système dont nous avions besoin était celui qui s'assurait que nous sauterions sur les récompenses quand elles se présenteraient. Au plus, il nous fallait la motivation pour poursuivre une récompense proche, grimper à un arbre ou traverser une rivière pour mettre la main sur le fruit qui apaiserait notre faim. Mais une récompense pour laquelle il nous faudrait travailler 5, 10, 20 ans pour l'obtenir ? Au cours des millénaires qui ont précédé les diplômes universitaires, les médailles olympiques et les comptes d'épargne retraite, un tel délai pour une gratification était inconcevable. Économiser pour demain, peut-être. Économiser pour dans 10 000 jours à partir d'aujourd'hui, pas trop, non ? Quand aujourd'hui nous comparons une récompense immédiate à une récompense future, notre cerveau moderne traite les deux options de manière très différente. La récompense immédiate déclenche le vieux système de récompense primitif avec ses désirs aiguisés par la dopamine. Les récompenses futures n'intéressent guère ce système de récompense. Leur valeur est encodée par le cortex préfrontal qui a évolué plus récemment. Pour repousser la gratification, le cortex préfrontal doit tempérer la promesse de récompense. Ce n'est pas un exploit impossible. Après tout, c'est à cela que sert le cortex préfrontal. Mais il doit combattre cette sensation pour laquelle, on le sait, des rats sont prêts à courir sur des grilles électrifiées et des hommes à perdre toutes leurs économies dans des machines à sous. Autrement dit, ce n'est pas facile. La bonne nouvelle, c'est que la tentation requiert un concours de circonstances assez précis. Pour s'imposer vraiment à notre cortex préfrontal, la récompense doit être disponible maintenant et, pour un effet maximum, de préférence sous nos yeux. Dès qu'il y a une certaine distance entre vous et la tentation, le pouvoir rebascule vers le système de self-control du cerveau. Regardez, par exemple, les étudiants de Harvard et de Max Planck dont le système de self-control s'est effondré à la vue de 2 M&M's. Dans une autre version de cette étude, les expérimentateurs ont demandé aux étudiants de choisir entre 2 friandises maintenant ou 6 plus tard, mais sans mettre celle-ci en évidence sur la table.
Dans ce cas-là, les étudiants ont eu bien plus tendance à choisir la récompense plus importante mais différée. Le fait de ne pas pouvoir voir la récompense immédiate rendait celle-ci plus abstraite et moins excitante pour le système de récompense. Cela a aidé les étudiants à faire un choix rationnel basé sur un raisonnement mental et non des sentiments primitifs. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent repousser leur gratification. Tout ce que vous pouvez faire pour créer une distance vous permettra plus facilement de dire non. Par exemple, une étude a évalué que le simple fait de mettre un bocal de bonbons dans un tiroir de bureau plutôt que sur le bureau réduisait d'un tiers la consommation de bonbons par des employés de bureau. Ce n'est pas plus difficile d'ouvrir un tiroir que d'allonger le bras par-dessus un bureau, mais le fait de cacher les bonbons réduisait la stimulation constante du désir. Quand vous connaissez vos propres déclencheurs, les mettre hors de vue peut les empêcher d'agir sur votre esprit. Expérience de volonté. Attendez 10 minutes. 10 minutes, cela ne paraît pas bien long pour attendre quelque chose que vous voulez, mais les neuroscientifiques ont découvert que cela fait une grande différence dans la façon dont le cerveau traite une récompense. Quand la gratification immédiate devient un délai obligatoire de 10 minutes, le cerveau la traite comme une récompense future. Le système de promesse de récompense est moins activé, ce qui retire l'impulsion biologique puissante d'opter pour la gratification immédiate. Quand votre cerveau compare un petit gâteau pour lequel vous devez attendre 10 minutes à une récompense à long terme, comme le fait de perdre du poids, il ne penche plus en faveur de la récompense la plus immédiate. C'est le mot « immédiat » dans « gratification immédiate » qui détourne votre cerveau et inverse vos préférences. Si vous voulez que votre cerveau soit plus posé, plus réfléchi, imposez-vous un délai de 10 minutes pour chaque tentation. Si dans 10 minutes vous la voulez toujours, vous pouvez l'avoir. Mais avant la fin des 10 minutes, rappelez-vous la récompense à long terme qui est en concurrence avec cette tentation et qui arrivera si, précisément, vous lui résistez. Si possible, créez également une distance physique ou visuelle entre vous et cette tentation. Si votre défi de volonté implique le pouvoir de faire, vous pouvez toujours utiliser la règle des 10 minutes pour vous aider à ne pas céder à la tentation de repousser à plus tard. Renversez la règle de la façon suivante. Faites ce que vous avez à faire pendant 10 minutes et vous pouvez arrêter. Quand vous avez fait vos 10 minutes, donnez-vous la permission d'arrêter, mais vous découvrirez peut-être qu'une fois que vous êtes lancé, vous avez envie de continuer. La règle des 10 minutes aide un fumeur à réduire sa consommation de tabac. Kate avait fumé sa première cigarette quelques 20 ans plus tôt, alors qu'il était en première année de fac et il avait rêvé de pouvoir arrêter depuis presque aussi longtemps. Parfois, il se demandait quel pourrait bien être l'intérêt d'arrêter. Il fumait depuis tant d'années et les dégâts étaient certainement déjà faits. Et puis d'autres fois, il entendait dire qu'arrêter pouvait réduire les dégâts faits au cœur et aux poumons d'un fumeur, même chez ceux qui, comme Kate, avaient pris l'habitude d'un paquet par jour pendant des dizaines d'années. Il n'était pas prêt à arrêter de but en blanc, il n'arrivait pas vraiment à s'imaginer ne jamais fumer, même si une partie de lui voulait arrêter. Il a donc décidé de commencer par réduire sa consommation. La règle des 10 minutes était exactement ce qu'il fallait à Kate. Réaliste, il savait qu'il craquerait parfois. Le délai de 10 minutes l'aiderait à s'entraîner à gérer son envie pressante de fumer et le forcer à se rappeler son désir de réduire son risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Parfois, Kate réussissait à attendre les 10 minutes avant de fumer, et parfois il ne tenait même pas les 10 minutes avant d'allumer une cigarette. Mais le délai renforçait son intention d'arrêter. Il a également remarqué que de se dire « oui, mais dans 10 minutes » réduisait un peu le stress et la panique qui l'envahissait quand il réagissait par un non catégorique à sa pulsion. Cela rendait l'attente plus facile, et il lui est même arrivé d'être distrait au point d'en oublier son impulsion. Après quelques semaines de cette pratique, Kate est montée d'un cran. Chaque fois que c'était possible, il utilisait ce battement de 10 minutes pour se rendre dans un endroit où il ne pouvait pas allumer de cigarette, comme dans le bureau d'un collègue ou dans un magasin. Cela lui donnait un peu plus de temps pour se calmer, ou au moins pour qu'il soit encore plus difficile de céder. D'autres fois, il appelait sa femme pour avoir un peu de soutien moral. Au bout d'un certain temps, il a décidé de faire de la règle des 10 minutes une règle renouvelable. Si je peux résister pendant les 10 premières minutes, je peux attendre encore 10 minutes et ensuite fumer si j'en ai vraiment toujours envie. Rapidement, il est arrivé à un paquet tous les 2 jours. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il commençait à se voir comme quelqu'un qui pouvait arrêter et qu'il renforçait le self-control dont il aurait besoin pour y arriver. Quand plus jamais semble être un défi de volonté trop grand, utilisez la règle des 10 minutes de délai pour commencer à renforcer votre self-control. Quel est votre taux d'actualisation ? S'il est humain de trouver moins de valeur à des récompenses futures, le taux d'actualisation diffère d'un individu à l'autre. Certaines personnes ont un taux d'actualisation très bas, comme ces magasins haut de gamme qui ne soldent jamais leurs meilleurs produits. Ces gens-là sont capables de garder leurs grosses récompenses à l'esprit et d'attendre. D'autres ont un taux d'actualisation très élevé.
Ils ne peuvent pas résister à la promesse d'une gratification immédiate, comme un magasin en liquidation totale qui casse ses prix jusqu'à 90%, simplement pour avoir rapidement des liquidités. La valeur de votre taux d'actualisation s'avère un déterminant majeur de votre réussite et de votre santé à long terme. La première étude qui se soit penchée sur les conséquences à long terme du taux d'actualisation d'une personne est une expérience de psychologie classique, connue sous le nom de test du marshmallow. À la fin des années 1960, le psychologue Walter Mischel de l'université Stanford a donné le choix à des enfants de 4 ans entre un marshmallow maintenant et 2 marshmallows dans 15 minutes. Après avoir expliqué le choix, l'expérimentateur laissait l'enfant seul dans une pièce avec les 2 marshmallows et une sonnette. Si l'enfant pouvait attendre que l'expérimentateur revienne, il pourrait avoir les 2 friandises. Mais si l'enfant ne pouvait pas attendre, il pouvait actionner la sonnette à tout moment et manger un marshmallow immédiatement. La stratégie que la plupart de ces petits de 4 ans ont utilisée est la moins efficace pour différer une gratification, comme vous et moi pouvons en juger à présent. Ils regardaient la récompense et imaginaient le goût qu'elle devait avoir. Ces enfants-là ont craqué en quelques secondes. Ceux qui ont réussi à attendre avaient tendance à poser leur regard ailleurs que sur la promesse de récompense. Il y a quelques délicieuses images de vidéos où les enfants luttent pour patienter et les visionner est une étonnante leçon de self-control. Une petite fille cache ses yeux avec ses cheveux de façon à ne pas voir les friandises. Un petit garçon garde les yeux sur la friandise mais déplace la sonnette le plus loin possible de façon à ne pas pouvoir l'atteindre. Un autre petit garçon opte pour un compromis. Il lèche les marshmallows sans réellement les manger, ce qui augure un excellent avenir en politique. Bien que l'étude ait appris beaucoup de choses aux chercheurs sur la façon dont les enfants de 4 ans diffèrent une gratification, elle a également donné un très bon moyen de prévoir l'avenir d'un enfant. Le temps passé par un enfant à attendre la récompense dans le cadre du test du marshmallow était annonciateur de la réussite sociale et académique de cet enfant 10 ans plus tard. Les enfants qui ont attendu le plus longtemps étaient plus populaires, avaient des meilleurs résultats scolaires et se sont révélés plus aptes à gérer leur stress. Ils ont mieux réussi à leurs examens de fin d'études secondaires et à un test neuropsychologique mettant en jeu le cortex préfrontal. Être capable d'attendre 15 minutes pour gagner 2 marshmallows était la mesure parfaite pour quelque chose de beaucoup plus important. À quel point un enfant était-il capable de s'accommoder d'un inconfort temporaire pour atteindre un objectif à long terme? Et l'enfant savait-il écarter son esprit de la promesse d'une récompense immédiate? Cette différence individuelle, qu'elle soit mesurée pendant l'enfance ou des années plus tard, joue un rôle de première importance dans la façon dont notre vie va se dérouler. Les économistes comportementalistes et les psychologues ont sorti des formules compliquées pour déterminer le taux d'actualisation des gens. En gros, quelle est, en pourcentage, la valeur de votre bonheur de demain par rapport à votre bonheur d'aujourd'hui. Les gens pour qui une récompense différée perd beaucoup de sa valeur sont davantage sujets à toute une gamme de problèmes de self-control. Ils ont plus tendance à fumer et à boire avec excès, et ils ont un plus grand risque de tomber dans la drogue, le jeu ou d'autres addictions. Ils ont moins tendance à économiser pour leur retraite et ils risquent plus de conduire en état d'ébriété ou d'avoir des rapports sexuels non protégés. Ils ont plus tendance à repousser ce qu'ils ont à faire, ils ont moins tendance à porter une montre, on dirait qu'ils sont tellement focalisés sur le présent que le temps lui-même n'a pas de valeur, et si le présent est plus important que le futur, il n'y a pas de raison de différer une gratification. Pour échapper à cet état d'esprit, nous devons trouver un moyen de faire en sorte que le futur compte. Expérience de volonté. Baissez votre taux d'actualisation. Heureusement, le taux d'actualisation d'une personne n'est pas une loi physique immuable. Il peut être réduit rien qu'en changeant la façon dont vous pensez vos choix. Imaginez que je vous remette un chèque de 100 $ valable dans 90 jours. Et puis je vous fais une offre. Seriez-vous prêt à l'échanger contre un chèque de 50 $ encaissable aujourd'hui? La plupart des gens refuseraient. Mais si on leur offre d'abord un chèque de 50 $ et qu'on leur propose ensuite s'ils acceptent de l'échanger contre une récompense de 100 $, la plupart ne voudront pas. Mais si on leur offre d'abord un chèque de 50 $ et qu'on leur demande ensuite s'ils acceptent de l'échanger contre une récompense différée de 100 $, la plupart ne voudront pas. La récompense avec laquelle vous commencez est celle que vous voulez garder. Cela s'explique en particulier parce que la plupart des gens sont réticents à l'idée de perte, c'est-à-dire que nous n'aimons pas vraiment perdre quelque chose que nous avons déjà. Perdre 50 $ apporte plus de contrariété que gagner 50 $ n'apporte de bonheur. Quand vous pensez d'abord à une grosse récompense dans le futur et que vous envisagez de l'échanger contre une récompense immédiate plus petite, c'est considéré comme une perte. Mais quand vous commencez par la récompense immédiate, à savoir le chèque de 50 $ qui est dans votre main, et que vous considérez les bénéfices qu'il y aurait à différer la gratification pour une plus grosse récompense, cela donne aussi la sensation d'une perte.
Les économistes ont découvert que vous trouverez toujours plus de raisons pour justifier de choisir celle des deux récompenses à laquelle vous avez pensé en premier. Les gens qui commencent en se demandant « Pourquoi donc devrais-je prendre ce chèque de 50 $ ?» trouveront plus de raisons en faveur de la gratification immédiate, parce qu'ils veulent vraiment utiliser cet argent. Je veux vraiment utiliser cet argent, ou qui sait si le chèque de 100 $ sera seulement valable dans 90 jours. Les gens qui commencent en se demandant « Pourquoi devrais-je prendre ce chèque de 100 $ ?» trouveront plus de raisons en faveur de la gratification différée. Je pourrais acheter 2 fois plus. J'aurai autant besoin d'argent dans 90 jours qu'aujourd'hui. La valeur d'une récompense future chute d'autant moins que les gens pensent à cette récompense future en premier. Vous pouvez utiliser cette bizarrerie propre à la décision pour résister à une gratification immédiate, quelle que soit la tentation. Premièrement, quand vous êtes tenté d'agir à l'encontre de vos intérêts à long terme, formulez le choix comme si vous abandonniez la meilleure récompense à long terme possible pour une quelconque gratification immédiate. Deuxièmement, imaginez cette récompense à long terme comme si elle vous appartenait déjà. Imaginez-vous dans le futur profitant des fruits de votre self-control. Troisièmement, puis demandez-vous si vous avez vraiment envie d'abandonner cela pour le quelconque plaisir éphémère qui vous tente maintenant.